Oui, on a profité de la pause déjeuner pour essayer de resserrer les différentes et trop multiples sentiers qui s'ouvraient. Donc, sous forme de trois ou quatre thèmes. Donc, d'abord, on a encore une illustration avec les langues elfiques, donc problème de langue sacrée ou langue sacralisée, et d'autres cas, c'est langue fondatrice, ou parce que sacralisée est devenue fondatrice, ou l'inverse. L'autre, c'est la réutilisation de ce texte fondateur, et on a encore une illustration tout dernièrement. Troisième thème, qui est un peu plus restreint, mais qui, dans le passé récent, est devenu fondamental, c'est le problème identitaire. Donc on se reconnaît dans une œuvre fondatrice. Et la dernière, c'est la performativité. De quelle façon on a pu rendre vivants ces langues, ces textes à différents moments. On commence par quoi? Allez, la langue. Oui, hiéroglossie oblige. Il faudrait sans doute commencer par la langue, où on est dans des situations à la fois très proches et très différentes. Où d'abord se pose... on s'est posé assez peu de langues qui sont véritablement sacrées en un sens extrêmement fort. Mais au contraire, des langues qui ont un statut exceptionnel qui leur confère une valeur fondatrice et qui se marque souvent par une dimension de création, décalage, soit par rapport à une langue existante, soit par rapport aux langues par rapport auxquelles elles vont jouer. Mais avec des cas de figure très différents. Je pense que ce serait intéressant là peut-être d'essayer de voir ce qui peut différencier le statut de cette langue composite, artificielle, produit d'une histoire poétique complexe qu'est la langue homérique, qui est à la limite indissociable de la tradition poétique qui l'use, de la tradition poétique qui se fonde en elle, qui se fonde dans la performance, on trouve l'autre thème, dans l'idée d'une certaine répétition, et qui est une langue qui est à la limite acceptable pour tous, dans lesquelles tous peuvent se reconnaître, parce qu'elle n'est la langue de personne. Dans cette situation très particulière des cités grecques, où le texte fondateur, pour reprendre la formule canonique qu'est l'Iliade, n'est pas commandé par un pouvoir central, comme c'est le cas du Kojiki au Japon, en lien avec le pouvoir d'Auguste, comme l'Énéide, mais résulte de la nécessité de créer pragmatiquement un consensus pour un auditoire extrêmement différent. Et là, je crois qu'on a une situation très très différente de la création du grec en latin ou du latin à la mesure du grec dans l'opération de donner à Rome un Homère. Et d'une certaine manière, mais là, Florence, je me tourne vers vous, de fabriquer quasiment le latin. Et sans doute aussi, ça pose le problème qui est revenu souvent des langues poétiques, c'est-à-dire non pas simplement de langues sacrées, mais de langues qui simplement sont marquées par l'écart entre ce que nous appelons poésie et prose. On voit que ça marche très bien dans le monde moderne. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va marcher aussi bien dans certaines sociétés très archaïques, où définir ce qui est prose est infiniment moins évident. Et où la prose apparaît souvent comme une forme qui s'institue comme telle secondairement. Mais ça me posait avec Alain tout à l'heure une question qui touche le monde nordique, où justement nous avons l'histoire des rois de Norvège qui est en prose et qui joue avec la poésie skaldique, qui elle
et dans une langue différente, dans une langue qui utilise par les Kenning les possibilités de métaphoriser. Donc là, il se crée une très profonde distance, tout un jeu sur lequel je pense ça vaut la peine aussi de réfléchir. Mais peut-être Alain. Oui, c'est juste deux petites références. D'abord une question qui s'adresse à l'helléniste que vous êtes et qui pourrait aussi déborder sur le domaine des collègues. Vous avez parlé d'Homère et de la langue d'Homère en tant que langue spécifique, séparée. Je pourrais aussi vous poser une question supplémentaire sur la langue, non pas d'Homère, mais une autre langue artificielle qui est le pseudo-dorien de Pindare, qui a une autre propriété dans le traitement, par exemple, des textes fondateurs, c'est qu'il est moins apte, ou il n'a pas pour ambition de transmettre des récits complets. Il est condamné à une forme de condensation qui est un autre régime langagier, et cette distinction-là, au sein même de la poésie, on la retrouve aussi dans d'autres langues. Ça, c'est une question qui m'intéresse. Et le deuxième complément, peut-être, alors qui concerne beaucoup moins le monde grec, mais qu'on trouve dans certaines cultures extrêmes asiatiques, c'est que la situation de di ou de triglossie, qui a fait que le langage soit littéraire, soit historiographique, se double ou se complexifie par une situation de digraphie ou de trigraphie. Vous avez des langues qui jouent sur 2 ou 3 systèmes graphiques. Alors, tant que ces systèmes graphiques sont alphabétiques, l'écart de l'un à l'autre n'est pas énorme. Alors que si l'on passe d'un système chinois, par exemple, à un système phonétique, il est évident que la valeur, à la fois sémantique, ou de plus ou moins grande sacralité associée à ces niveaux, est beaucoup plus forte. Et par exemple, dans le cas japonais, ce n'est pas un hasard si la parole la plus authentique, celle qui est considérée comme à la fois poétique et vernaculaire, est écrite avec des sinogrammes qui ne sont pas sémantiques, qui sont désémantisés et qui fonctionnent comme du syllabaire, avant même l'invention du syllabaire. Donc ça se situe dans le prolongement de ce que vous disiez, mais je donnais quelques exemples. D'autres réactions ?